C'est une tâche qui m'incombe de dire quelques mots sur le professeur François-Bernard Michel, donc, qui était chef du service de maladies respiratoires à l'hôpital de Montpellier, au CHU de Montpellier. Alors, je vous ferai grâce d'abord de toutes les sociétés savantes auxquelles il participe et auxquelles il a participé. Membre de l'Académie de médecine, membre de l'Académie des beaux-arts, mais son intérêt, c'est surtout porté sur la médecine, mais aussi sur la littérature. Un intérêt certain dans un champ très large, puisqu'il a écrit sur Valéry, sur Beckett, sur le Lez, qui est un petit ruisseau qui passe à Montpellier, mais aussi sur le peintre Basile, qui est montpelliérain, sur Van Gogh et sur Proust, bien sûr. Donc, je vous recommande le seul livre qui est Le Souffle coupé, qui est un des premiers, si ce n'est le premier, qui a été écrit et qui décrit bien les préoccupations de M. Michel sur le souffle. Le souffle, à la fois qui est donc cet air qui est expiré, mais aussi le souffle en grec qui est traduit bien souvent par psyché, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Je vous dirai encore 2 mots sur son intérêt donc, pour certaines corrélations qu'il a faites entre la pneumologie et puis d'autres secteurs de la médecine, enfin l'asthme, mais aussi l'allergologie. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on travaillera tout à l'heure, mais aussi le cancer, mais aussi les préoccupations qui concernent le souffle et tout particulièrement le nez, mais aussi il a écrit des romans et de la poésie. Alors, les peintres, c'est surtout Cézanne et Van Gogh. La poésie, c'est plutôt quelque chose qui concerne la garrigue et notre région de Montpellier, mais aussi le sein, l'organe, le sein. Et puis, dans les ouvrages d'information, vous trouverez tout ce qui peut concerner les allergies. Un livre qui date un peu, mais qui s'appelait Pour en finir avec les maladies psychosomatiques. Et puis, toujours préoccupé par le souffle, Vivre avec son asthme. Alors, je dois dire que j'ai connu M. Michel en 1985, quand j'ai commencé à travailler chez lui, et qu'à mon sens, il a révolutionné tout ce qui était la prise en charge de la maladie de l'asthme. À ce moment-là, nous avions une consultation pour enfants et les parents venaient en demandant que l'enfant ne fasse surtout pas d'exercice physique à l'école, qu'il puisse être dispensé donc d'éducation physique, qu'il ne sorte pas quand il pleut, qu'il ne sorte pas quand il y avait du vent, etc. Et M. Michel a pris un très grand contre-pied et en ce sens, je crois qu'il a révolutionné la prise en charge du souffle, puisque une équipe de son service a amené des enfants au Mont Blanc, une équipe de médecins et de prise en charge complète, a amené les enfants au Mont Blanc, 4807 mètres ou 4810 mètres maintenant, et une autre équipe a pris une goélette en Méditerranée pour prouver qu'effectivement, les enfants pouvaient vivre dans un milieu humide sans pour autant être dispensés de tout effort physique puisqu'ils étaient asthmatiques. Voilà. Alors, je lui passe tout de suite la parole puisque il y a quelque temps, Ouchang avait pensé que M. Michel pourrait nous parler des corrélations entre la Covid qui nous préoccupe actuellement et les maladies auto-immunes. M. Michel ayant été expert en immunologie dans les rencontres avec l'allergie. Voilà, je lui passe tout de suite la parole. Merci Marie-Christine pour cette présentation élogieuse. Merci à Ouchang Giliardi. Merci pour son invitation. Merci à vous toutes et tous de bien vouloir écouter cette
intervention, je vais la commencer en rappelant quelques notions fondamentales et puis bien entendu, vous questionnerez, vous m'interromprez autant de fois que vous le souhaiterez. Vous le savez que étymologiquement, l'immunité, qui est le sujet qui vous intéresse ce matin, vient du mot latin immunis, immunis qui signifiait exempt de charges, exempt de diverses charges, c'est-à-dire d'être dispensé d'impôts, de dispenser du service militaire pour les Romains, fait plus généralement être immunisé aujourd'hui la propriété d'un organisme d'être réfractaire à certains agents pathogènes. Alors, vous savez qu'il existe plusieurs variétés d'immunité, l'immunité naturelle, congénitale, et puis l'immunité acquise, qui peut être acquise spontanément ou bien provoquée par des vaccins. Vous savez aussi que le contraire de l'immunité, c'est l'accoutumance, c'est-à-dire la mithridisation et la tolérance. Vous savez qu'il existe également des états d'immunodéficience, soit naturels, ce sont des enfants qui naissent sans thymus, c'est-à-dire sans capacité, sans les moyens de se défendre contre les infections. Évidemment, on a fait de grands progrès en ce domaine car ces enfants étaient condamnés très tôt après la naissance. Ou bien il existe des immunodéficiences acquises et l'exemple en est malheureusement le virus de l'immunodéficience humaine, c'est-à-dire le VIH qui a fait des ravages parmi des générations entières. Vous savez aussi qu'il existe des états d'immunodépression qu'on peut corriger par des immunostimulants. Alors, je voudrais dire un mot du support de l'immunité. L'immunité humaine est fondée sur deux sortes d'éléments. D'une part, des cellules circulantes, du sang circulant, mais aussi qui sont également dans les tissus, que l'on appelle les lymphocytes, vous le savez parfaitement. Ces lymphocytes qui sont des cellules vraiment fondamentales, puisqu'elles fabriquent des médiateurs qu'on appelle les cytokines, qui permettent de s'opposer aux éléments étrangers présents dans l'organisme. Et ces immunocytes, ces cellules, jouent un rôle dans le cancer, par exemple, puisque on les appelle, quelquefois on les qualifie de serial killers. Elles tuent les cellules qui, au départ, pourraient devenir cancéreuses, mais surtout, elles sécrètent des protéines sériques circulantes et tissulaires qu'on appelle les immunoglobulines. Alors, ces immunoglobulines, on les caractérise par des lettres, l'immunoglobulines A, G ou M, et enfin l'immunoglobuline E, IgE. Alors là, il y a une petite histoire qu'il faut raconter, c'est celle de l'anaphylaxie. Alors l'anaphylaxie, c'est un phénomène qui a été un petit peu oublié, qui date du début du siècle 1902, qui est une découverte due à deux chercheurs français, c'est-à-dire Richer, un professeur de médecine de la faculté de médecine de Paris, et Portier, qui était issu du notariat, figurez-vous, mais qui s'était intéressé aux sciences. Et tous les deux faisaient des recherches sur le yacht du prince de Monaco, qui était intéressé par la recherche océanique. Et il naviguait au large des îles Canaries pour chercher la toxine des méduses qui faisaient des ravages parmi les pêcheurs portugais.
Et alors, leur idée, c'était de vacciner contre cette toxine des méduses, et ils avaient à bord toute une série d'animaux, en particulier des chiens. Alors, il y a un chien Neptune qui est particulièrement intéressant, parce que ce Neptune, si on lui injectait de la toxine des méduses, il n'avait aucune réaction immédiate dans les semaines qui suivaient. En revanche, si on faisait suivre la première injection d'une seconde 15 jours plus tard, eh bien, ce chien supportait très mal l'injection et le pauvre Neptune, il est tombé raide mort. Alors, voilà un phénomène qui était très bizarre pour pour ces deux chercheurs. Ils avaient tué l'animal qu'ils voulaient protéger, d'où ce terme de ana, le contraire, phulaxos, la protection. Contraire de la protection, il avait tué un animal alors qu'il voulait le protéger. Alors, le mystère a demeuré, a persisté pendant très longtemps, c'est-à-dire 60 ans. Pendant 60 ans, on a constaté ce phénomène de l'anaphylaxie, et vous savez qu'on connaît parfaitement les chocs anaphylactiques qui surviennent après une piqûre d'abeille ou de guêpe, après une ingestion de tel ou tel aliment, mais on ne savait pas pourquoi. Il a fallu attendre les années 70 quasiment pour que l'un de mes amis suédois, le professeur Johansson, ainsi que deux chercheurs américains de souche japonaise, découvrent cette fameuse IgE, c'est-à-dire l'immunoglobuline plasmatique. Pourquoi ne l'avait-on pas trouvée plus tôt? Parce qu'elle se trouve dans le sérum de nous tous Européens en très petite quantité. Et curieusement, elle atteint des taux très élevés dans les populations amazoniennes, les gens qui vivent dans la forêt, dans les forêts tropicales, où elles atteignent des taux très importants, alors que ces gens-là ne font pas beaucoup d'allergies. Au contraire, dans les populations occidentales qui sont sujettes aux allergies plus ou moins graves, qui affectent à peu près tous les tissus de l'organisme. Vous savez qu'il existe très nombreuses variétés d'allergies. Ces taux d'IgE sont élevés, pas autant qu'en Amazonie, mais ils sont élevés autant dans les tissus que dans le sérum et même dans le cordon ombilical, car il y a une notion d'hérédité, vous le savez, dans les familles d'allergiques, les enfants de mères allergiques ont 50% de plus de risque de développer une allergie. Alors, une question se pose évidemment. Il est normal de réagir contre des virus ou des bactéries, mais pourquoi fabriquer des anticorps, des IgE, contre le chat, contre le platane, contre la pêche de vigne? Voilà la question qui m'a intrigué immédiatement, à laquelle nous n'avions pas de réponse. Nous n'avons pu que émettre une hypothèse, c'est la suivante. Et il nous semblait que cette IgE, qui était chez les Occidentaux à l'état quasiment de trace et qui était très abondante dans certaines populations d'Amérique du Sud, était un anticorps qui avait sa vertu d'anticorps, mais qui ne servait à rien dans nos populations et qui avait été mise au service d'un danger que nous ne pouvions pas identifier, mais qui était très réel et qui pouvait effectivement constituer un danger pour certaines populations. Alors, cette hypothèse a été
n'entend plus, monsieur. On n'entend plus. On n'entend plus. On n'entend plus. Jean-Jacques? Voilà, voilà. Ça y est? Ah, Voilà, on vous entend à nouveau. Oui. Alors, mais on a perdu un peu. On n'entendait plus à partir alors de on cette a constaté hypothèse. au Japon. On a constaté au Japon. Non, attendez, on n'entendait plus à partir de cette hypothèse. Alors, l'hypothèse, c'est que cette IgE qui était à l'état de petites doses fragmentaires dans les populations occidentales et qui était donc un anticorps un peu inutile, pouvait s'être mise à la disposition d'un danger ignoré, évidemment, que l'on ne connaissait pas, mais qui était réel et qui menaçait des populations qui n'avaient pas pour le moment de maladies parasitaires, car il faut savoir que l'IgE est un anticorps antiparasite dans les populations amazoniennes où elles atteignent des taux de 2000 unités par millilitre de sang, alors que dans nos populations occidentales, même chez les allergiques, elles ont des taux beaucoup plus faibles. Alors, pourquoi cette hypothèse d'un anticorps mise à disposition, utilisée à une autre surveillance? C'est que les allergiques sont considérés par les médecins comme des sentinelles, c'est-à-dire des gens qui nous préviennent d'un mal que nous ne connaîtrions pas, de dangers que nous ne connaîtrions pas. Et vous savez que si un chat entre dans une pièce où se trouvent plusieurs personnes réunies, c'est l'allergique au chat qui va se mettre à éternuer ou à étouffer et qui préviendra de la présence du chat. Donc, on attribue à ces allergiques le rôle de sentinelle. Alors, de la même façon, les Japonais ont démontré qu'au bord de rocades qui étaient très fréquentées par des véhicules diesel, des cyprès, le cyprès japonais, qui n'est pas tout à fait similaire au cyprès de nos régions, le cyprès, les pollens de ce cyprès devenaient allergisants alors qu'ils ne l'étaient pas dans les populations japonaises anciennes qui n'avaient jamais réagi à ce pollen de cyprès. D'où l'idée que peut-être il fallait deux facteurs, l'IgE plus un autre facteur causal, c'est celui qu'on a évoqué en priorité, c'est-à-dire la pollution. Et effectivement, dans le monde entier, ça n'est pas spécifique évidemment, vous le savez, à la France, désormais, les allergies sont devenues un problème mondial de santé publique, y compris dans notre pays, la France, y compris dans nos régions méditerranéennes, puisque Madame Saldana s'en souvient très bien, dans les années 70, nous avons publié la première observation d'allergie au cyprès qui réunissait 12 observations. Et pour caractériser, pour attirer l'attention sur cette allergie, nous avions baptisé ce phénomène des rhumes d'hiver, D''HI. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui, en plein hiver, avaient des conjonctivites, des rhinites, bref, une symptomatologie de rhume des foins. Et vous savez que le pollen de cyprès pollinise assez précocement dans nos régions dès le mois de décembre. Alors, nous avions publié donc 12 observations et dans l'équipe hospitalière qui m'a succédé, on en est actuellement à plus de 2000. C'est vous dire l'augmentation de fréquence exponentielle de ces allergies au cyprès et qui n'a fait que se diversifier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est allergique à peu près à tout, aux aliments, aux produits de contact sur la peau, aux produits inhalés, etc., avec un lien indiscutable
avec ce facteur de pollution. Au plus il y a de la pollution, au plus il y a des allergies. Et particulièrement chez les enfants, vous savez qu'un tiers, un gros tiers des générations d'enfants ont des allergies diverses, asthme, rhinite, etc. Pourquoi? Parce que leur nez, leur respiration est à peu près au niveau des tuyaux d'échappement des véhicules diesel, dont on sait que les particules diesel s'accrochent au pollen de cyprès. Alors, que signifient maintenant ces anomalies de l'immunité que sont ces 10 immunités, c'est-à-dire au premier chef les allergies, mais il faut aller plus loin et il y a d'autres maladies par excès d'allergie, c'est-à-dire les maladies que nous appelons auto-immunes, maladies mystérieuses, car ce sont des personnes qui se rendent malades en quelque sorte en produisant des anticorps contre leurs propres organes. Et on connaît ainsi des diabètes, des thyroïdites, des pancréatites que nous appelons auto-immunes, c'est-à-dire chez des personnes qui fabriquent des anticorps contre leurs propres organes. Alors, pourquoi ces 10 immunités? À l'état normal, on sait que notre organisme exerce une espèce de filtrage envers des cellules qui seraient spontanément auto-immunes, c'est-à-dire qui seraient responsables de ces maladies. Un filtrage, c'est-à-dire qu'il en existerait à l'état normal de ces cellules, mais l'organisme ne les laisse pas passer. En revanche, chez d'autres, non seulement ces cellules se seraient produites, mais en grande quantité, et on n'a pas trouvé mieux pour traiter ces maladies, d'abord que la cortisone, anti-inflammatoire global, et puis désormais un traitement intelligent, beaucoup plus spécifique et beaucoup plus efficace, il faut le dire, c'est-à-dire un anticorps fabriqué, qui n'est pas spontané évidemment, un anticorps que l'on appelle immun, c'est-à-dire qu'on l'a dressé, cet anticorps, contre les anticorps anti-articulation pour la polyarthrite rhumatoïde, pour le pancréas, pour la thyroïde, etc. Et ces anticorps immuns sont efficaces, c'est-à-dire qu'ils redonnent vie à certaines personnes qui avaient des polyarthrites invalidantes et qui étaient vraiment handicapées dans leur vie quotidienne. Ils retrouvent une mobilité des doigts des mains absolument normale, avec tout de même aujourd'hui une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de leur tête, à savoir que ces anticorps contre, mettons, les anticorps de la polyarthrite rhumatoïde sont aussi des anticorps contre l'immunité, c'est-à-dire qu'ils favoriseraient l'apparition de maladies qui ne seraient pas apparues. Par exemple, la tuberculose. Les personnes qui souffrent de polyarthrite et qui avaient une petite lésion tuberculeuse, eh bien, ils voient tout d'un coup apparaître une tuberculose historique, ce qui évidemment ne va pas s'en poser des problèmes au moment où on prescrit un tel traitement. Alors, M. Ghigliardi m'a posé plus précisément une question à propos de cette pandémie qui nous maltraite actuellement de façon très grave, une pandémie mondiale, c'est-à-dire le Covid. En effet,
dans le Covid, chez les infectés du Covid, on a d'emblée constaté qu'il y avait une réaction immunitaire réelle pour défendre contre le virus du Covid et une réaction qui est mystérieuse car elle ne se produit pas chez l'enfant qui paraît dans l'ensemble disposer d'une immunité spontanée contre ce virus. Elle se produit modérément chez les jeunes adultes qui font des Covid très bénins, même souvent inaperçus, c'est-à-dire asymptomatiques. Au contraire, elles déclenchent des réactions immunitaires violentes chez les personnes d'un certain âge. Et la question que se posait très judicieusement le docteur Guiliardi, pourquoi ces réactions violentes qui elles-mêmes sont responsables de la pathologie, puisque d'emblée, les spécialistes qui se sont attachés à l'étude du Covid ont constaté que c'était cette hyper-réaction inflammatoire qui était responsable des lésions pulmonaires et donc des formes graves du Covid qui nécessitaient une réanimation qui malheureusement se termine souvent par une issue fatale. Alors, je ne sais pas si vous voulez poser des questions tout de suite ou si je vais jusqu'à la fin de mon petit exposé. Qu'en pensez-vous? Peut-être je vais finir mon exposé. Je ne peux pas répondre à la question, exactement à la question du docteur Giliardi. Ce que je peux dire, c'est que le Covid, pour le moment, ce virus garde beaucoup de son mystère. Donc, c'est peut-être lui qui est tout simplement responsable de cette explosion immunitaire violente qui fait qu'il entraîne une réaction disproportionnée, disons un peu, avec la maladie, avec l'organisme, et disproportionnée et en même temps inefficace, puisque certaines de ces personnes décèdent malgré tous les traitements qu'on peut lui opposer. Donc, c'est peut-être le Covid lui-même qui explique cette réaction excessive de l'organisme. Enfin, il faudrait savoir pourquoi elle privilège un peu des personnes âgées. Alors, ce que je peux répondre quand même, enfin ce que je peux dire, mais ce n'est pas une réponse, c'est faire allusion aux relations entre l'immunité et la psyché. C'est une relation qui est connue très anciennement, qui a un rôle indiscutable. On sait que la psyché intervient indiscutablement sur la défense ou la non-défense immunitaire. Et vous l'avez vous-même constaté, évidemment, lors d'une épidémie de grippe, des gens d'une même famille peuvent présenter une grippe sévère alors que d'autres qui vivent ensemble et qui sont contaminés n'ont aucune réaction. On sait depuis longtemps que les gens stressés, en particulier les étudiants qui préparent des examens, ont un déficit immunitaire passager avec une déficience des réactions immunitaires, c'est-à-dire une baisse des capacités de réaction qui se rétablit après les examens. On sait aussi qu'il y a des observations, pour ma part en tout cas, il y a une observation qui me trouble beaucoup, c'est que lorsque vous voyez ces jours-ci dans les faire-part de décès des journaux, vous voyez des faire-part de personnes qui décèdent à 90, à 100 ans. Ce sont des personnes qui sont des rescapés des camps de la mort
et elles ont été victimes du Covid. Alors, pour ma part, je me demande comment ces personnes ont pu atteindre, qui ont souffert de la faim, quelquefois de la torture, des traumatismes, comment ces personnes donc ont pu atteindre cet âge de 100 ans avec des moyens de défense sûrement exceptionnels et ne sont victimes, ont attendu en quelque sorte l'épidémie de Covid pour décéder. Pour moi, c'est un mystère, alors que la moyenne d'âge du Français moyen décédé doit tourner autour de 80 ans pour les hommes et de 82 ou 3 ans ou 4 pour les femmes. Alors, ces rescapés des camps de la mort m'interrogent beaucoup et me font penser que la psyché, la volonté de lutter, de combattre contre l'adversité est sûrement un puissant facteur d'immunité pour le rôle de la psyché. Et alors, je voudrais là faire appel à la littérature pour venir au secours de mon argument et vous parler par exemple vous citez deux auteurs bien connus de la littérature. Le premier est évidemment Marcel Proust, qui ne savait pas, qui plutôt sûrement été au courant par sa famille médicale du phénomène de l'anaphylaxie qu'on venait de découvrir en 1902. Lui, il écrit dans les années 1905 ou 6, et il dit que l'ambassadrice de Turquie, qui se précipite vers lui pour engager la conversation dès qu'elle l'aperçoit dans une réunion mondaine, lui insupporte et il a tendance à la fuir. Et Proust écrit textuellement que, sans parler du phénomène d'anaphylaxie, alors il dit qu'il ne veut pas en parler, mais enfin, il en parle parce qu'il en a entendu parler, il a un rejet vis-à-vis de l'ambassadrice, de Madame l'ambassadrice de Turquie, qui, pour parler familièrement, lui casse les pieds. Et puis, je voudrais citer un autre exemple de la littérature que j'emprunterai à notre cher Paul Valéry. Paul Valéry, après diverses liaisons amoureuses, est un amateur du cirque d'hiver. Il y va très souvent. Il y va pour voir une dénommée Bathilde, dont il ne nous a donné qu'un prénom qui aujourd'hui n'est pas nous n'est plus familier. Il va voir donc une écuyère qui s'appelle Bathilde, avec laquelle il a une liaison très intime. Et pourquoi Bathilde a, hormis ses capacités à sauter, à faire des acrobaties d'un cheval sur l'autre, pourquoi il est séduit par Bathilde? Parce qu'elle est arrivée parfaitement à dresser sa jument. Et il appelle la jument de Bathilde la jument sensibilité. Alors lui, Valéry, il se plaint de son hypersensibilité. Il s'estime hypersensible. Il est hypersensible à tout, évidemment affectivement. Et cette hypersensibilité, il la considère comme une maladie, comme une tare qui le gêne qui le gêne sans arrêt dans sa vie de tous les jours. Il voudrait s'en défaire et il emploie une formule très jolie. Il voudrait dresser la jument hypersensibilité, la jument sensibilité, de la même façon que Bathilde dresse sa jument. À force d'habitude, Bathilde est arrivée à faire de sa jument tout ce qu'elle veut, de la faire
partir, de la faire arrêter, de la faire sauter pour lui permettre de sauter d'un cheval à l'autre. Valérie voudrait donc dresser la jument hypersensibilité et il a appris par des amis qu'un chercheur de l'Institut Pasteur, M. Besredka, avait découvert un vaccin anti-sensibilité. C'est le début de la désensibilisation, évidemment. Et il a envie d'aller trouver M. Bessedka pour voir si on ne pourrait pas lui faire, c'est une image évidemment, une désensibilisation à son hypersensibilité. Voilà l'histoire de Valérie. Je crois que je vais arrêter là, mais évidemment, on pourrait multiplier les exemples tirés de ces messieurs, les écrivains et les poètes, qui indéniablement ont compris beaucoup mieux que nous, les médecins, des phénomènes qui nous paraissent mystérieux et qui en tout cas confirment un parallèle que Proust avait fait d'emblée entre un phénomène physiologique, c'est-à-dire l'anaphylaxie, un phénomène purement biologique, dont je rappelle, on ne découvrira le mécanisme que 60 ans plus tard. Donc, M. Proust avait fait le lien entre un phénomène physiologique et un phénomène, disons, mental, c'est-à-dire nos pulsions, nos tensions de rejet qui fait que soit nous rejetons telle ou telle personne que nous ne pouvons pas sentir, pour parler grossièrement, ou que, au contraire, nous voudrions imiter comme le faisait Paul Valéry. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis prêt à en parler davantage avec vous si j'ai eu le bonheur de vous intéresser quelque peu. Et je vous remercie de votre attention. Tu veux parler tout de suite? Non. Eh bien, la parole est à la salle. Est-ce que Houchang veut dire quelque chose, puisque c'est lui qui a invité... Oui, alors bon, je vous remercie de venir nous poser un peu les bases de tout ça. C'est un bonheur pour nous, puisque c'est un mélange justement entre la médecine, le psychisme et la littérature. C'est voir quelque chose de poétique. Alors, effectivement, ce sont des questions qui sont très absentes. Disons, elles sont médicales, elles sont excessivement peu abordées dans le monde analytique, à ma connaissance, absolument pas. Donc, en partie dans le monde littéraire. Et nous avons déjà, dans l'APM, nous avions déjà invité quelques immunologues qui nous faisaient vraiment des cours sur l'immunologie. Et moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'il y avait des dizaines de systèmes qui se combattaient les uns les autres et d'une complexité folle, enfin, des antagonismes incroyables, et que d'un côté, on ne prend pas la mesure de l'auto-immunité qui, si j'ai bien compris, est responsable de la plupart des maladies actuelles. Alors, vous avez dit des diabètes en disant, est-ce que c'est tous les diabètes insulinodépendants ou c'est certains des diabètes, des pancréatites, mais des polyarthrites, mais jusqu'à l'athérome, si j'ai bien compris, comme on me disait même dans mes cours, quand j'étais étudiant en médecine. Déjà, on le disait. Alors, donc, d'autre part, dans la Covid, si j'ai bien compris, la plupart des décès ne se font pas par la toxicité directe du virus, mais
par l'excès d'immunité, la réaction immunitaire folle, enfin folle ou trop intense. Troisième point, je m'interroge sur, alors, donc les populations amazoniennes, oui, très bien, les populations occidentales, oui. Alors, est-ce que nous sommes dans une situation où les populations occidentales manquent de réaction immunitaire et en développent de manière excessive? Est-ce que la population est elle-même, alors que ce soit par pollution physique extérieure ou par population, par pollution psychique, qu'elle soit intérieure ou extérieure, que nous développons une sensibilité excessive, trop importante? Est-ce que la population ne serait-elle pas trop enflammée d'une certaine façon? Et tous ces rhumatismes, toutes ces douleurs chroniques, alors de quelle pollution s'agit-il? De quelle réaction normale, excessive, mal adaptée? Et c'est vrai que la réaction générale, généralisée, c'est la cortisone. En local, en général, de tous les côtés, comme si c'était le remède miracle. Mais en tout cas, nous sommes dans un territoire, un continent qui est, disons, quasiment inexploré, ou si peu exploré. Vous l'avez fait dans plusieurs livres, mais entre le psychisme et le physiologique dans cette question, entre le trop et le pas assez. Enfin bon, je ne vais pas trop étaler là-dessus. Alors, je vous remercie, oui, effectivement, d'avoir repositionné votre question. Je me permets d'y répondre partiellement. Je dirais que oui, le nombre de maladies dans lesquelles peut être invoqué ce processus dis-immunitaire est probablement croissant. Je ne crois pas qu'on puisse aller trop loin dans une généralisation qui consisterait à dire que toute maladie peut être imputée à ces processus. Évidemment, je me suis, comme vous, beaucoup intéressé à ce qu'on appelle toujours les psychosomatiques, les maladies psychosomatiques. Et j'ai publié un livre qui s'intitulait « Pour en finir avec les maladies psychosomatiques ». C'était un mauvais titre parce que je ne prétendais pas en finir. Je voulais qu'on en finisse avec ce dénominateur, cette dénomination de psychosomatique, car tout est psychosomatique, bien sûr. Mais de là à dire que toute maladie qui nous arrive, nous en sommes responsables, que le psychisme est impliqué partout. Oui, bien sûr, le psychisme est impliqué dans toute maladie, mais je ne crois pas que tous les cancers, toutes nos souffrances soient directement liées au psychisme. Il y a quand même désormais des notions de génétique qui sont très précises, avec des notions de maladie familiale. Il y a des notions d'épigénétique, c'est-à-dire que par-dessus notre génétique, beaucoup de facteurs externes, pour partie ignorés, sont surajoutés. Donc, je ne suis pas sûr que cette espèce de corticodépendance, par exemple, soit généralisée. La cortisone est un merveilleux médicament. Vous avez raison, il est anti-inflammatoire.
Et j'avoue que l'inflammation est un mot qui m'a beaucoup intrigué. J'avais envie d'écrire sur le sujet, car inflammation, c'est évidemment à double sens, dans le sens de l'amour, l'amour enflammé, les passions, etc. Donc, il y aurait là, évidemment, beaucoup de choses à faire remarquer. Mais je crois que j'ai assez parlé. Oui, je vous remercie. Non, je n'ai pas dit que toutes les pathologies et tous les cancers étaient dus au psychisme. Il y a une unité du corps, du psychisme, bien sûr. Maintenant, il y a ce qui vient de l'extérieur, en effet. Quand vous avez de l'amiante qui produit certaines choses, bon, ça vient d'autres. Voilà. Mais il y a aussi des composantes qui sont tout à fait psychiques. Par exemple, les rectocolites hémorragiques sont auto-immunes, mais enfin, sont en étroit lien avec ce qui se passe dans le psychisme. Non, mais la question, c'est est-ce que nous sommes trop, est-ce que peu à peu, que ce soit par la pollution extérieure ou nos modes de rapport, nous devenons trop sensibles, trop enflammés, trop enclins à développer. Parce qu'on me dit souvent, alors je prends tel produit parce qu'il faut renforcer l'immunité. Ben, est-ce que justement, parfois, il ne faudrait pas la diminuer, quoi? C'est une vraie question, c'est la vraie question que vous posez qui à mon avis, n'a pas de réponse. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait une réponse précise à vous donner aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Si tu veux réagir. Oui, j'ai demandé la parole. Freud a découvert que ce qui était bon dans un système était mauvais pour un autre système. Et c'est comme ça qu'il n'y avait pas de guérison dans la psychanalyse. C'est-à-dire qu'avant toute l'immunité, c'est exactement ça. Ce qui est bon d'un côté est mauvais de l'autre. C'est-à-dire que la personne ne voulait pas guérir. Il y avait quelque chose comme ça. Alors, ce que vous disiez avec Wuchang, ça m'interroge beaucoup. Ça m'interroge du côté de Descartes. C'est-à-dire que je pars du principe que la psyché et le corps ne font qu'un. Donc, en effet, tout ce qui est corporel est psychique, ce qui est psychique est corporel, on peut le dire très vite comme ça. Vous l'avez dit dans un premier temps, pour dire dans un second temps que non. Alors, je suis en accord avec ce que vous dites, bien que ça fasse un déni. Mais je suis en accord avec ce déni. Je me demande si ces sciences qui font de la technologie, ou la technologie après fait de la science, ne sont pas en train de séparer le corps de la psyché. Voilà mon interrogation. Alors, la réponse à votre question est absolument positive. Oui, toute la médecine contemporaine qui court au désastre est en train de séparer le corps de la psyché, c'est évident, car les médecins n'ont plus du tout de cette culture de la psyché, et puis leurs conditions d'exercice comment dirais-je, sont tout à fait hostiles à l'intervention possible de la psyché dans la maladie. Pour des tas de raisons, la consultation médicale n'excède pas un quart d'heure. Il y a la fameuse dissociation entre la clinique et l'imagerie, c'est-à-dire qu'on ne demande pas au malade ou très rapidement pourquoi il vient consulter. Deuxièmement, on ne l'examine pas, bien souvent, il ne quitte pas son par-dessus. Et troisièmement, si on ne l'examine pas, on n'examine pas non plus sa photo. C'est-à-dire qu'il y a une dissociation terrible entre
le médecin praticien qui demande un examen radiologique, il ne fait pas une ordonnance d'examen radiologique. Il demande. Il ne sait pas trop ce qu'il demande et pourquoi. Je veux dire qu'il ne peut pas connaître l'état actuel de la radiologie pour préciser exactement ce qu'il veut savoir. Absolument. Le radiologue, il y a un dialogue de sourds avec le radiologue qui lui-même ne sait pas très bien pourquoi on a demandé l'examen, enfin, sauf des cas évidents, et qui répond même pas avec des images, car le praticien ne va pas passer, vous savez qu'on répond avec un disque, donc le praticien ne passe pas le disque sur son ordinateur, il lit le compte-rendu. Et qu'est-ce qu'il peut bien lire sur ce compte-rendu et qu'est-ce qu'il en déduit, qu'est-ce qu'il en conclut, ça reste dans le mystère. Donc, vous avez tout à fait raison, il y a une dissociation de plus en plus grande de la vie de Descartes, qui a commencé avec un livre dont je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'intitulait « L'erreur de Descartes ». Ah, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, je ne le connais pas. D'une bonne dizaine d'années. Et par rapport à la pollution, j'ai lu un article hier sur Marianne, où ils sont en train de dire que par rapport au coronavirus, il y a un pic de pollution actuellement ici en France à cause du sable qui nous viendrait, des poussières de sable qui nous viendraient du Sahara, plus des pics normaux de pollution accentués, et que du coup, il y a quelque chose du coronavirus qui est en train de se multiplier à l'heure actuelle. Est-ce que vous pensez que c'est possible parce que ça irait avec la thèse que vous avez développée tout à l'heure? Je pense que c'est non seulement possible, mais probable, car notre appareil respiratoire, qui est le premier contact avec l'extérieur et avec les virus et la poussière du Sahara, notre appareil respiratoire n'a pas des capacités de réaction très, très variées. Il a un système qui consiste à capter tout ce qui lui arrive de l'extérieur et une fois capturé, il réagit un peu différemment. Il a sa façon de réagir. C'est ainsi que chez les mineurs de charbon, on avait deux sortes de réactions de l'appareil respiratoire. Une réaction banale, disons, des cellules de défense des voies respiratoires qui captaient les poussières de charbon et qui s'arrêtaient là, et puis celle qui captait les poussières de silice et qui faisait contre la silice des réactions inflammatoires à l'origine de la silicose. Là, vous avez parfaitement raison. Je crois que Sophie a demandé la parole. Oui, j'avais deux questions. Enfin, la première, je voulais avoir une précision sur ce que disait Ouchang sur, dans le Covid, un excès d'immunité. Vous pouvez, docteur Michel, préciser ça? J'avais pas compris ça. Et puis, ma deuxième question, c'est, je voulais savoir un petit peu quel était votre propos concernant votre livre qui s'appelle Pour en finir avec les maladies psychosomatiques. Quel était votre argument, quoi. Voilà. Alors, le propos du docteur Auchan ne signifie pas, je crois, qu'il y a un excès d'immunité. Il a voulu dire qu'il y a une réaction extrêmement violente. Oui, mais... Extrêmement violente. Ça ne veut pas dire qu'il y a une hyper-immunité, il y a une hyper-réaction, une réaction très, très violente. Alors, est-ce que parce que l'agression virale est très violente elle-même et l'organisme explose, se défend, ce qui est sûr, c'est que les médecins qui ont pris en charge les premiers cas de Covid
ont commis une erreur. Ils ont cru qu'il fallait lutter contre, qu'il ne fallait pas lutter contre cette réaction excessive et qu'il ne fallait donc pas prescrire de cortisone. Or, c'était une grave erreur. Il fallait cortisonner ces malades, c'est-à-dire stopper cette réaction inflammatoire. Mais là, ils ont peut-être été induits par une erreur historique en immunologie erreur qu'avait commise mon confrère et ami, le professeur Jean Bernard, dont peut-être vous vous souvenez, qui était mon voisin à l'Académie de médecine, et une erreur qui lui a été reprochée. Dans les premiers cas d'infection par le VIH, il avait dit, mais voyez-vous, ces malades ne risquent rien puisqu'ils font des anticorps contre le VIH. Donc, ils vont se défendre. Or, c'était une erreur. Les anticorps étaient témoins de l'infection du VIH. Ils n'étaient pas défenseurs. Hein. Et c'est pareil pour pour le Covid, on ne sait pas jusqu'à quel point les anticorps que nous fabriquons seront vraiment efficaces pour la défense de l'organisme. Alors, quant à votre deuxième question, effectivement, l'éditeur a complètement noyé le titre de ce livre. Je voulais dire que on parlait sans arrêt de psychosomatique. Il y avait des groupes de psychosomatiques. Je cherche le nom de ce groupe. Marty. Oui, les Marty, mais le nom des groupes qui se réunissaient pour discuter des maladies psychosomatiques, comment s'appelaient ces groupes de réflexion? J'ai oublié, peu importe. Enfin, il fallait voir dans toute maladie la psychosomatique, traiter le facteur psychosomatique, etc. Donc, pardon? Les groupes Balint. Voilà, les groupes Balint. Oui. Je n'ai rien contre ces groupes, je n'y ai pas participé, mais ça m'agaçait un petit peu de voir qu'il fallait différencier des maladies qui ne seraient pas psychosomatiques et d'autres qui seraient psychosomatiques. Et donc, je voulais qu'on en finisse avec cette distinction. Comme l'a dit votre responsable, on ne peut pas, hormis certains cas précis, séparer comme ça deux groupes de pathologies. Voilà pourquoi, mais l'intitulé était mauvais. Je croyais que le lecteur ou l'acheteur pouvait croire que j'avais la prétention de guérir les maladies psychosomatiques. On aurait bien aimé. Voilà, la parole est à Marie-Claude. Il faut activer le micro, Marie-Claude. Voilà. Ça va ? Oui, j'aimerais vous entendre dire quelques mots de la maladie dite la maladie de gluten. Alors, ce pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, c'est un diagnostic, si on peut dire ça, qui s'est enflammé aussi il y a peu de temps. Est-ce que cette maladie existait sous un autre nom? Est-ce qu'elle n'était pas connue? Pour une deuxième raison, c'est que j'entends beaucoup de gens qui ont des pathologies très floues et quand les médecins ne savent pas, ils disent « Ah, ça pourrait être la maladie du gluten ». Et la troisième raison, c'est que j'ai eu dans ma clinique des patients extrêmement compliqués, justement, dans cette alliance psychosomatique, je dirais même avec une dimension sociale, et qui, au cours du temps, on a mis le diagnostic de maladie de gluten. Voilà, donc pour moi, c'est une véritable question. Merci. Alors, je vous réponds aussi clairement qu'on peut répondre. Premièrement, l'allergie au gluten est une réalité. Deuxièmement, elle est connue depuis longtemps, c'est-à-dire que nous avions diagnostiqué il y a des années des allergies au gluten. Troisièmement, elle est en augmentation, indéniable, c'est-à-dire que la fréquence est accrue. Quatrièmement, les raisons sont sûrement les manipulations actuelles dans les céréales qui font que les traitements divers, que ce soit avant la naissance du grain de blé ou après,
ont augmenté la fréquence. Quatrièmement, je crois aussi que c'est un diagnostic de facilité, c'est-à-dire que lorsque l'on ne connaît pas l'origine, on a tendance à l'imputer au gluten. C'est quelque chose dont il faut se défier tout en admettant les 4 points que je viens de signaler. Et c'est une tendance qui est croissante, comme d'imputer à la fameuse c'est pas la psychasthénie, c'est la fibromyalgie. La fibromyalgie, toutes les misères que les uns ou les autres pouvons éprouver. La fibromyalgie, je crois, une réalité. Je crois aussi qu'elle est due souvent à ces fameux auto-anticorps. Il y a un de nos confrères parisiens qui a spécialisé sa consultation, excusez-moi de ne pas me rappeler le nom, dans un hôpital parisien. Il y a une consultation pour ces malades qu'il reçoit, qui l'aident et chez lesquels il découvre des vraies raisons de fibromyalgie. Mais je crois aussi qu'on ne peut pas multiplier indéfiniment tous les cas de fatigue à la fibromyalgie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur le gluten. En tout cas, c'est une réalité. Il y a des moyens de diagnostiquer l'allergie au gluten. D'autres réactions? Si je puis me permettre, à brûle pour point, parce que ça m'intéresse, est-ce que vous connaissez la maladie de la porphyrie? Alors oui, la porphyrie est une maladie précise, argumentée, avec des éléments de diagnostic et malheureusement, je crois, peu de traitement. Alors, je n'en suis pas un spécialiste, mais c'est une vraie réalité. Oui, alors elle serait génétique et parfois génétique et héréditaire. Absolument. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose comme un inceste qui serait passé dans le corps, je dirais, avec cette hérédité. Quelque chose de fou. Le corps devient fou. Oui, c'est un bon exemple, effectivement, dans lequel il y a une espèce de folie de l'organisme, effectivement. C'est quoi cette maladie? On peut savoir? Ben, ce que vient de dire monsieur docteur Michel. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Le corps devient fou. Oui, mais enfin, ça veut dire quoi? Ah ben, ça veut dire des atteintes rénales et musculaires avec l'élimination d'un produit dans les urines qui permettent de faire le diagnostic. C'est une maladie anciennement connue dont on ne connaît pas l'origine et sur laquelle, je vous avoue, je ne suis pas très documenté. Alors, dans les années 80-90, à l'hôpital Louis Mourier, le professeur Lapérière, Thérèse Lampérière et son équipe ont fait des recherches importantes sur la porphyrie. Lampérière qui est psychiatre. Hein. Oui, qui était psychiatre. Oui, parce qu'il y a des troubles mentaux, oui, dans la Il y a des troubles mentaux aussi, oui. Puis elle attaque la peau. Oui, il y a des porphyries cutanées avec des lésions étendues. Oui, c'est-à-dire que ça va jusqu'à la disparition du nez, des oreilles, des doigts. C'est spectaculaire. Et je ne sais pas, ce que je voulais savoir, c'était quand est-ce qu'on l'avait répertorié et si on l'avait répertorié principalement dans les pays occidentaux. Voilà, je voulais savoir ça. Là, je ne peux pas répondre à la deuxième partie de la question. Bon. La première, à mon avis, c'est son identification dans les années 60, sûrement. Voilà, oui. Moi, j'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez approcher pourquoi les maladies auto-immunes présentent souvent un kaléidoscope? Par exemple, pourquoi
fréquemment à une polyarthrite rhumatoïde, on va voir associé un lupus. Pourquoi elles se marient entre elles chez la même personne? Alors, bonne question, sans réponse. Il semble bien que cette désarticulation du système immunitaire qui est dans l'erreur de fonctionnement puisse se généraliser, c'est-à-dire que les auto-anticorps soient dirigés contre une pluralité d'organes, ce qui fait la gravité de la maladie et qui fait qu'il n'y a aucune possibilité de guérison. Car dans ces cas-là, il y a des auto-anticorps contre les vaisseaux, il y a des artérites auto-immunes responsables de déficits graves des membres et du fonctionnement cérébral. Mais je ne crois pas qu'on ait pu préciser le pourquoi de cette généralisation. En tout cas, là, dans ces cas-là, il y a des auto-anticorps dans tous les domaines et on rejoint peut-être la remarque du docteur Gilardi, à savoir l'athérome. Est-ce que l'athérome serait dû aussi à un mécanisme immunologique? Je ne sais pas. Fondamentalement, c'est un dépôt lésionnel sur les artères. Est-ce que ce dépôt est majoré par un processus immun? On n'en est pas là. Bouchang. Oui. Ce que je disais de l'athérome, c'était, j'ai retrouvé des notes de quand j'étais étudiant. Vous voyez, ça fait un petit moment. Ça m'est passé tout à fait. Pas si longtemps que ça. Dans l'absolu. Voilà. Alors, non, je reprends. Alors, à partir de la question précédente de cette association qui se généralise et de votre distinction entre l'excès d'immunité et l'excès de réaction. Alors, c'est une question qui se prête à tous les excès aussi, à toutes les constructions. Par exemple, est-ce que nous sommes dans une hyperréactivité alors? Est-ce que une hyperréactivité, une hyperréaction qui serait due à la multiplication des causes psychiques et extérieures d'agression, de pollution, enfin, etc. Par exemple, et même, alors ça prête à tous les fake news, mais trop de vaccins, trop de stimulants. Est-ce que là, des conditions qui favoriseraient l'éventuelle hyperréactivité et qui se trouve de manière même chronique dans un certain nombre de maladies. Alors, c'est l'argument d'un certain nombre de maires qui sont hostiles aux vaccinations. Et vous savez que la France bat le record des anti-vaccins, avec ce risque de danger de déclencher de maladies auto-immunes, etc. La première partie de votre question, qui est très, très actuelle à mon avis, et qui est très fondée, c'est cette hyper-réactivité généralisée. Alors là, on sort du domaine de la santé avec tous ces gens qui réagissent depuis l'adolescence avec ces bagarres entre bandes de gamins, qui réagissent sur ces réseaux sociaux
où il y a, paraît-il, 50% des gens qui sont hostiles à 50 autres % des gens pour des motifs futiles. Enfin, c'est vrai qu'il y a une hyper-réactivité généralisée de nos générations actuelles qui fait qu'on est contre tout, on réagit, on s'offense, on s'offusque. Et il y a ce fameux conséquentialisme qui fait qu'on tire la conséquence de tout et qu'on veut réagir contre tout. Alors, est-ce que c'est un symptôme élargi à nos petits problèmes d'IGE? Je pense que ça, c'est une possibilité que vous avez raison d'évoquer comme hypothèse. Oui, ça irait avec ce que dit Lacan, Jacques Lacan, c'est-à-dire que ce qui n'est pas symbolisé, toutes ces maladies, on n'arrive pas à les symboliser, Oui. ça fait retour dans le réel. Voilà ce que dit Lacan. Oui. En effet, les banques de jeunes, tout ça, peut-être. Enfin, trop d'explications tue peut-être le phénomène dans son ensemble pour essayer d'en savoir un bout, quoi, je veux dire. Enfin, voilà. Christiane Ducret. Oui, et j'aurais 3 réflexions à vous soumettre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien justement avec la pulsion de mort et aussi l'effet placebo et également au moment du vieillissement, la baisse des allergies? Alors, vos 3 questions, madame, sont très pertinentes. En effet, c'est un constat évident, les allergies diminuent, disparaissent avec le vieillissement. Et telle personne qui ne tolérait pas tel ou tel aliment finit par le tolérer très bien. Alors là, il y a effectivement une baisse de la réactivité. Ça, c'est indéniable. Ensuite, j'ai oublié j'ai perdu votre deuxième question. La pulsion de mort et l'effet placebo. Alors, l'effet placebo, il interfère indéniablement. Il y a eu des travaux désormais très précis, scientifiques, sur l'effet placebo. Il souligne l'interférence entre la psyché et l'organisme. C'est-à-dire qu'il est scientifiquement démontré l'effet placebo. Avant, c'était un constat. Aujourd'hui, c'est une certitude. Alors, pourquoi est-il aussi important? On estime qu'il atteindrait 50% au maximum dans des études de médicaments. Ça, c'est un mystère qui demande à être élucidé. Et enfin, la dernière question, je crois que... Oui. Pardon? Sur la pulsion de mort. Sur la pulsion de mort. En fait, c'est dans... Freud parle beaucoup de la biologie et la destruction des cellules. C'était en ce sens-là que je faisais le lien. Alors, pour répondre à votre question sur la pulsion de mort, je pense que c'est vous toutes et vous tous qui avez la réponse. Est-ce que derrière cette hyper-réactivité, c'est hyper malade que l'on voit aujourd'hui, avec des hôpitaux trop petits, avec des urgences qui affolent, avec des réanimations, des lits de réanimation, est-ce que derrière tout ça, il y a une pulsion de mort, un malaise dans la civilisation? Ça, je n'ai pas votre formation, je suis incapable de répondre. On peut émettre l'hypothèse, oui,
mais vous répondrez, vous, beaucoup mieux que moi, avec des exemples sûrement précis. Encore une Oui. fois, pourquoi un enfant de 3-4 ans commence à se couvrir d'eczéma? Pourquoi il ne supporte pas qu'un chat entre dans sa maison, tout ça? Ce sont des vraies questions, oui, qui élèvent le niveau. Alors, moi, je pensais plus au fait qu'en biologie, il y a des cellules qui meurent au bout d'une journée, d'autres au bout d'un mois, d'autres au bout d'une année. Il y a des différences assez étonnantes. Oui, mais là, il y a des différences d'involution de notre système immunitaire, c'est-à-dire une atrophie des ganglions, une réduction des capacités à produire des lymphocytes, etc., qui vont avec la courbe de la vie. Mais alors, justement, ce que vous dites là s'inscrit contre le constat que je faisais de ces personnes qui vivent jusqu'à 100 ans ou 110 ans et qu'il a fallu un Covid pour faire mourir. Alors, vraiment, là, la pulsion de mort est arrivée bien tard. Oui. Enfin, je ne sais pas, là. Je ne sais pas, vous-même, vous pouvez formuler à partir de quelques exemples, un commentaire? Ce serait Par intéressant. rapport à ces personnes qui Oui, qui meurent beaucoup plus tard, oui. peut-être une résurgence d'un traumatisme, les camps de concentration. Vous pensez qu'un traumatisme initial de la jeunesse peut avoir suscité une pulsion de vie qui fait qu'on a des centenaires? Pourquoi pas? Mais j'avoue que je n'ai pas réellement réfléchi à cette question, mais après tout, pourquoi pas? Romain Boissonnade a demandé la parole. C'était peut-être en complément peut-être de la proposition de Christiane. Je tenterai éventuellement un lien avec le concept d'autopoïèse de biologistes et philosophes que sont Varela, Maturana, par exemple, et qui rend compte du fait, voilà, de cette frontière qui est toujours un petit peu mouvante, de cet équilibre dynamique, on pourrait dire, des processus immunitaires qui essayent en permanence de redéfinir les frontières du soi et du non-soi. Et donc, tout au long de la vie, ce sont des systèmes complexes qui, en permanence, bien essayent de quelque part maintenir la vie en même temps qu'elles définissent les impossibilités de continuer de vivre. Donc, la pulsion de vie et pulsion de mort, pour moi, c'est un petit peu la traduction au sens psychanalytique de cette complexité-là, que vivre, c'est aussi définir des possibilités de vie en même temps qu'on vit, quoi. Et donc, des personnes âgées qui ont peut-être pu traverser tout un tas il n'empêche que, comme nous sommes dans des systèmes complexes, il y a de la nouveauté quand même, même après 100 ans d'existence. Alors, votre remarque, monsieur, est extrêmement pertinente et vous avez bien fait de prononcer deux termes que j'ai omis de prononcer, c'est-à-dire le soi et le non-soi. Pourquoi, en quelque sorte, le non-soi, c'est le chat, c'est le pollen de cyprès. Alors, pourquoi faire des réactions contre ce type de non-soi? C'est là où est le mystère, c'est là où est la question. Le pollen, c'est le plus évident. L'allergie, le rhume des foins, disons, c'est l'exemple qui date des années du 19e siècle, n'est-ce pas? Il a fallu qu'un Anglais ait la curiosité de lâcher un cerf-volant dans l'atmosphère pour recueillir des grains de pollen et pour démontrer que le rhume des foins était dû au pollen. Donc, première démonstration de réaction à du non-soi. Mais pourquoi
ce non-soi devient-il aujourd'hui menaçant finalement? Devient-il si important qu'il est menaçant, oui. Je vous remercie de votre remarque, elle est très pertinente. D'autres réactions? Romain, encore. Josette et puis moi. Excusez-moi, alors juste pour prolonger encore sur cette réflexion-là, le concept d'autopoïèse, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on peut regarder à un niveau purement élémentaire, on va dire individuel, donc au niveau peut-être des cellules d'un organisme, mais comme nous ne sommes aussi que les maillons d'une phylogénèse, c'est-à-dire d'une évolution aussi de l'espèce, que nous sommes aussi porteurs d'un patrimoine aussi bien psychique que physiologique, ce processus-là, il implique que nous survivons ou que nous décédons, nous contribuons aussi à refaçonner les possibilités de vie et de mort futures. Donc, si les personnes au niveau individuel survivent longtemps, puis de certaines circonstances, cela contribue aussi à définir les possibilités du virus de demain d'être agressif ou pas agressif et aux individus de plus ou moins survivre, y compris en développant des compétences médicales. Je fais comprendre, mais je veux dire, il y a un niveau d'analyse qui est un petit peu supplémentaire et puis un niveau qui est beaucoup plus socio-historique, quoi, on va dire. Pour compléter votre remarque, il y a aussi le fait que pendant des années, on est mort de bactéries, à cause de bactéries, et maintenant on meurt de virus. Alors pourquoi on est descendu dans l'échelle des agents pathogènes à une échelle microscopique, extrêmement dangereuse? Ça aussi, ça fait partie du mystère. Oui. Bouchang. Oui, je reprends, je reprends ma question d'une autre façon. Vous avez dit donc que l'allergie et les capacités de réponse diminuent, disparaissent avec le vieillissement. Et en même temps, dans la Covid, ce sont des réactions violentes immunitaires chez les personnes âgées. C'est un peu... paradoxal, oui. Oui. Est-ce que c'est justement parce que les réactions sont devenues faibles que tout d'un coup, il faut mobiliser des forces terribles? Je ne sais pas. Oui, votre question est cruciale parce qu'il est évident que ces personnes, ces centenaires qui sont dans les EHPAD, si on leur avait fait des tests cutanés d'allergie, mais pas seulement de la poussière de maison, des tests de la tuberculine, ils n'auraient pas répondu. Donc, ils n'avaient pas une immunité fameuse. Hein. Oui, donc c'est plutôt l'absence d'immunité qui va avec le vieillissement, en fait. Absolument, oui, bien sûr. Oui, c'est pas un excès d'immunité. Oui. Alors la question de M. Chang est très pertinente. Pourquoi ces gens-là se sont mis tout d'un coup à faire des réactions violentissimes qui les ont tués? Inflammatoire, Oui. ça flambe. Oui. Toute leur force est pour aller combattre le virus et ça détruit toute leur force à ce moment-là. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça que vous êtes en train de dire. Oui, enfin, c'est donc la réaction sur un terrain peu défensif devient démesurément défensif et c'est ça qui tue. Ce sont les dernières forces, quoi. Bah, les dernières forces. Les dernières forces dans la bagarre. Mais immenses, excessives. Oui. Josette.
faudrait mettre votre micro, Josette. Josette, micro. Est-ce que, au moment de l'adolescence, lorsque la sexualité se développe, je dirais, après la période de latence de l'enfance, et que alors je dis, enfin, je ne connais pas du tout la médecine, donc je dis ça en mots très simples, le système, je veux dire, endocrinologique se modifie. Je ne sais pas si c'est endocrinologique qu'il faut dire, mais il y a une maturation, en tout cas, de l'organisme qui met en place la possibilité de procréer chez le garçon comme chez la fille. Est-ce que cette mise en place, ce développement chez l'adolescent, ou le grand enfant, ou le préadolescent, ou le jeune adolescent, est-ce que cette mise en place est évidemment quelque chose qui est singulière pour chaque sujet? Est-ce que les aléas possibles de cette mise en place peut entraîner, peut donner lieu, peut permettre des allergies? Alors, ma question s'appuie sur un exemple. Oui. Un très jeune sujet qui pratique un art du corps d'une manière très développée. Danse classique, qui atteint très tôt la perfection sur le plan technique, qui remporte quasiment dans les concours où cette personne, cet enfant participe, remporte la première coupe. Les prix, oui. On s'aperçoit à l'adolescence, autour de 15 ans, cette personne a un problème avec les sulfites. On commence peut-être à boire un peu de vin à table à ce moment-là. En tout cas, quelque chose oriente vers les sulfites, et en effet, il y a une allergie majeure aux sulfites. Un tout petit peu plus tard, vers 20 ans, c'est une allergie au gluten. Donc, des choses qui sont chez cette personne très bien installées maintenant. Il est hors de question qu'elle boive un vin normal. Il faut des vins sans sulfite. Le gluten, on regarde toutes les étiquettes pour voir s'il y a du gluten dans les aliments. Cette personne qui est maintenant jeune adulte et qui peut donc s'exprimer un peu plus aisément, dit: mais quand j'avais 14-15 ans, quand j'ai eu 13-14-15 ans, on m'a dit: mais dans la danse, il faut que tu exprimes... Bon, alors, j'ai compris qu'il s'agissait d'exprimer la séduction. Donc, quelque chose... Bon, voilà, la séduction, tout simplement. Donc, sur le plan émotionnel... voilà. Et qui dit non, mais moi, j'étais incapable à ce moment-là de l'exprimer. Alors, je dis tout de suite que ce jeune adulte, ce sujet jeune adulte, a fait un travail de psychothérapie à partir de ses 20 ans à peu près. Pas une psychanalyse, mais une psychothérapie très poussée, très, très soutenue. Et donc, peut dire maintenant, non, mais quand on me demandait à moi d'être dans la grâce, dans la séduction, quand on danse, la danse classique, donc on lui demandait d'exprimer, on voit bien ce qu'on lui demandait d'exprimer. Cette personne dit: j'en étais incapable. Voilà. D'où, moi, je me dis, alors, qu'est-ce qui se passait dans sa prime adolescence, quand son corps biologique se transformait, avant qu'elle n'accède à son cycle normal, voilà, biologique normal. Et voilà, je suis interpellée par le fait qu'il y a
ces allergies qui, sur le plan quotidien, constituent, c'est très embêtant. On se dit, ah bon, on a du vin, alors quel vin on va acheter, hein, on reçoit, on est à table, il faut penser au vin. On pense aux aliments, il faut penser à tous les aliments. C'est un véritable handicap, oui, de la vie. Voilà. Alors, écoutez, votre question, madame, est intéressante. Au départ, chez ce garçon, il y a deux possibilités. Ou bien il avait ce que l'on appelle le terrain allergique, un terrain familial, c'est-à-dire qu'il est prédisposé à développer des allergies. Oui. Mais il ne les avait pas développées jusqu'à l'âge de, etc. Ou bien il n'avait pas de terrain allergique. Et c'est ce qui paraît le plus vraisemblable parce qu'il a commencé tard et il a développé deux allergies pour lesquelles on a moins la notion de terrain, c'est-à-dire les sulfites et le gluten. Oui. On a la notion de terrain surtout pour la poussière de maison, les pollens, enfin les allergènes classiques. Donc, a priori, ce garçon n'avait pas de terrain. Alors, pourquoi il a développé ça à partir de 14-15 ans, je ne sais pas. En tout cas, cette façon qu'il a eue peut-être, mais là je marche sur vos plates-bandes, sur la pointe des pieds, peut-être cette façon qu'il a eue de vouloir se singulariser, c'est-à-dire de développer une séduction à partir de ces singularités, ça n'est pas exclu. Ça n'est pas du tout exclu, car l'allergique, fondamentalement, c'est un refusant. Tous les autres, ils peuvent manger de la pêche de vigne, mais moi non, moi, je ne peux pas. Moi, c'est ma façon de dire non. Moi, je ne suis pas comme les autres, vous voyez. Et c'est ce que on entendait souvent dans la bouche des allergiques. Moi, quand il y a une réunion, un repas en commun, etc., il y en a un qui dit, ah mais montrez-moi le menu parce que moi ça, non. Et il va vous chercher une allergie que personne n'aurait imaginé. Donc c'est une façon effective de se singulariser. D'accord, merci. Merci. J'entends effectivement, ça fait résonner beaucoup de choses pour moi, ce que vous dites là. Oui. Oui. Marie-Claude. Oui, moi je rebondis sur le gluten. Et quand je disais que c'était aussi à partir d'expériences personnelles, je me souviens d'une patiente qui avait une problématique familiale très complexe, avec le sentiment d'être mal aimée, de ne pas avoir sa place nulle part. Et il y avait toujours des exposés concernant la galette des rois ou autre chose, où elle avait sa part à elle, ou sa part où on ne lui avait pas fait sa part. Et on avait l'impression vraiment que le gluten occupait vraiment une dimension tout à fait importante pour exprimer un peu son positionnement psychique dans une famille très compliquée. Et ce que vous venez de dire va tout à fait dans ce sens-là. Alors, je reprends l'exemple de la galette des rois, mais c'était récurrent. Hein, comment le gluten lui permettait d'imposer une place là où elle n'en aurait pas eu autrement. Voilà. Oui, vous avez parfaitement raison. Vous apportez de l'eau au moulin de votre concert. Et il y a des exemples très précis chez les couples de jumeaux. Les jumeaux homozygotes ont davantage de risques d'allergie identiques que les hétérozygotes. Et même chez les jumeaux homozygotes, il faut qu'il y ait un facteur ajouté pour que se déclenche quelque chose. On cite l'exemple de deux jumeaux, deux frères jumeaux, dont l'un habitait le Midi, Provence, et a développé une allergie au pollen de platane, alors que son frère
qui était parti, son frère jumeau, qui est parti dans une région sans platane, l'a développé lorsqu'il est revenu, lorsqu'il est retourné dans sa région d'origine. Alors, est-ce que lui-même s'est sensibilisé au platane tardivement, ou est-ce que les retrouvailles entre les jumeaux a créé un événement? C'est très difficile à dire. Ouais. 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 Madeleine Guédon. C'est juste une association pour ces personnes centenaires en EHPAD qui ont survécu à plein de choses et qui développent une réaction intense de défense. Je faisais l'association avec les arbres. Quand les arbres sont très vieux et qu'ils sont presque au moment de leur disparition, il y a un dernier événement qui se produit en général, c'est qu'ils ont une floraison, enfin quand ce sont des arbres en fleurs, excessive, et on dit « Ah, c'est formidable, il est reparti, on croyait que… » etc. Et donc, il y a une floraison absolument intense qu'on n'avait parfois jamais vue, et c'est le signe, on dit que c'est pour subsister dans les racines ou dans les graines, ou etc., c'est-à-dire pour se reproduire. C'est une dernière flambée pour subsister avant de mourir. Et en général, l'arbre meurt l'année suivante. Voilà. Je faisais l'association avec ces personnes centenaires qui réagissent excessivement au Covid et en meurent. Madame, vous avez parfaitement raison de la faire, l'association, car les cyprès, pour revenir à eux, ils pollinisent comme des fous, avec des quantités, des tonnes de pollen, vous les voyez d'ailleurs dans la rue, sous vos pas, dès qu'il pleut, vous voyez des traînées jaunâtres qui vont vers les caniveaux, vous marchez dessus. Pourquoi? Parce que les cyprès sont menacés. On les a coupés à tour de bras dans les régions du Midi. Ils sont menacés par la pollution et on a beau en planter 2 ou 3 dans un jardin pour faire une décoration, l'espèce est menacée. Et effectivement, la pollinisation à tout va est une réaction de défense. Ouais. Alors, il y a plusieurs demandes. Il y a Nicole. Oui, je voudrais répondre là-dessus. Donc, il faudrait quand même pas oublier, et peut-être que j'ai une réponse pour cette question que j'avais aussi et que vous nous avez donnée tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que dans ces EHPAD, ils leur ont donné de la Rivotril, n'est-ce pas? Et qu'ils ont fait un eugénisme non consenti, et qu'après tout, ces personnes, quand elles reviennent des camps d'extermination et qu'elles ont vécu jusqu'à 100 ans, si on leur fait entendre qu'il y a de l'eugénisme aujourd'hui qui n'est pas consenti, ça leur fait peut-être aussi un choc psychique très grand. Oui, vous avez raison. Alors, je ne sais pas si je vais donner à Geneviève ou à Sophie. J'ai l'impression que Sophie réagit à ce que dit Nicole. Oui. Après Geneviève. Oui, excusez-moi. Oui, parce qu'après, c'est un peu décalé. Non, je reviens sur la question du Rivotril, parce que c'est une question polémique et assez fausse. Et comme j'ai aussi travaillé dans des EHPAD au moment du Covid, la question du Rivotril a été proposée pour des patients complètement en fin de vie, donc dont le pronostic létal était garanti, malheureusement, voilà, pour soulager les souffrances, puisqu'on manquait à ce moment-là aussi d'autres moyens. Mais on n'a pas fait de sélection, ça ne s'est jamais fait, c'est une idée fausse, je tiens à le dire. Oui, mais ce n'est pas ce que Nicole Delépine dit, et ce n'est pas non plus ce que j'ai entendu autre part. Alors restons-en là, parce qu'après tout… Bon. Si tu veux.
Par ailleurs, j'ai une question aussi, mais je peux la poser après. C'est à Geneviève de parler. D'accord, je veux bien parler après. Ton micro, Geneviève. Je ne suis pas en micro, Voilà, là. ça y est. Voilà. Alors, ce que j'ai entendu là tout à l'heure et ce que j'avais entendu sur la pulsion de mort, ça me fait penser cette floraison extraordinaire dont a parlé Madeleine, dont a parlé quelqu'un d'autre avant, cette vie, cette floraison exceptionnelle aux abords de la mort, ça me fait penser, moi, à la fête maniaque. C'est-à-dire comment, quand la pulsion de mort est là, comment la pulsion sexuelle, au contraire, réagit. Hein, c'est ce qu'on appelle la fête maniaque et ce dont on a parlé l'autre jour à propos de l'infertilité, des problèmes de grossesse. C'est qu'on voit souvent à proximité de la mort d'un très proche, parent, père ou mère ou frère, etc., on voit très bien la naissance d'un enfant, quels que soient les moyens conceptuels, anticonceptuels qui sont appliqués. Hein. Alors, ça me fait penser à ça, voilà. Cet exemple donné par Madeleine sur cette floraison des arbres qui sont proches de la mort, qui sont proches de leur fin de vie, ça me fait penser à la fête maniaque. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur. Je suis incapable d'avoir une opinion sur ce sujet, mais pourquoi pas, oui. Sophie? Comme si la vie se substituait à elle-même, oui, se prolongeait. Absolument. Mais juste sur ce sujet, pour avoir travaillé dans un service de maladies infectieuses à une époque où les patients mouraient, puisque ce n'est plus le cas, on était toujours frappés du fait que quand un patient qui était très malade, atteint du VIH, donc, allait mieux, se sentait mieux, parlait, semblait, etc., en vérité, quelques jours après, il allait mourir. Et c'était quelque chose qu'on constatait à chaque fois, à tel point qu'on en était même du coup un peu sensibilisé, un peu inquiet aussi. Mais il y avait quelque chose d'un état, bon, je ne sais pas si je dirais maniaque, mais en tout cas un peu de vie ou de chant du cygne, enfin quelque chose de la vie avec une volonté, des projets, voilà, des projets même un peu inadéquat en fait à la situation de voyage, quelque chose comme ça, envie de revoir la famille, etc. Et en général, c'était le prémisse de la mort. Voilà. Sinon, ma question, qui, je m'en excuse, n'est pas très élaborée, mais je profite quand même de l'occasion pour la poser, c'est sur la question de l'effet placebo. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours questionner, vraiment, cette histoire d'effet placebo. Nous pourrions dire, nous avons un peu nous les psys, nous avons un peu notre explication là-dessus, bon, du fait aussi de la question de la relation, du transfert, de prendre soin des soignants, et quelquefois, cela suffit, cela a un effet, quand bien même avant le traitement ou quand bien même il y a des doutes sur le traitement, mais la qualité de la relation, prendre soin de l'autre, l'écouter, etc., a déjà en soi un effet thérapeutique qui fait que, voilà. Alors, qu'en disent les médecins qui sont conscients, hein, les médecins sont conscients de bon, même s'ils ne le font pas parce que la vie fait qu'ils n'ont plus le temps de le faire, mais sont conscients de la question de la qualité de la relation dans l'évolution de la maladie. Hein. Enfin, je crois, moi, en tout cas, dans l'hôpital où je travaille, ils ne le pratiquent pas forcément, mais ils l'admettent. Donc, mais au fond, pourquoi, enfin, c'est une question un peu naïve d'ailleurs, mais qui me paraît sensée.
si vous voulez, c'est comme les histoires, l'homéopathie, ça marche pas. Bon, chacun a ses petites combines, chacun, voilà. Bon, il y a des gens, ils ont mal au ventre, une bouillotte suffit, d'autres, bon, voilà. Chacun, au fond, a ses réponses, chacun se connaît. Et pourquoi est-ce au fond, on laisserait pas, bon, mettons l'homéopathie. On peut être pour ou contre, considérer, etc. Mais il y a des gens qui se soignent avec l'homéopathie et au fond, ils vont bien. Pourquoi est-ce qu'on les contrarierait alors que quelque chose auquel eux-mêmes croient, mettent en place, développent, ont une qualité de relation avec un médecin qui leur convient, etc. Et au fond, à la fin, ça marche. Pourquoi est-ce qu'on se bat? Alors, vous voyez, enfin, c'est l'histoire de l'effet placebo. Au fond, où est la science? Enfin, qu'est-ce qui est scientifique? C'est qui le dit? Vous voyez, est-ce que ça serait pas au fond le patient qui le dirait? Ça a marché pour moi, voilà. Ou alors est-ce que dans les essais, qu'est-ce qu'on prend en compte? Est-ce qu'on prend en compte une statistique? Est-ce qu'on prend en compte, enfin, vous voyez, je voudrais bien avoir votre avis, docteur, là, sur cette question, qui est mal formulée, mais enfin, vous voyez Non, bien. non. Madame, il est magnifique votre témoignage parce que si je le résume, si je résume votre intervention, vous venez de nous dire là la puissance extraordinaire, inimaginable, inconcevable de la psyché dans le corps humain. Bien sûr. C'est ça que vous venez de nous dire. Pourquoi? Parce que à côté de l'effet placebo, il y a un effet nocebo qui est tout aussi puissant. Vous connaissez les gens à qui on n'a pas donné le médicament et qui se sont plaints de telle ou telle maladie consécutive. Bien. Vous avez décrit ces homéopathies qui marchent parce qu'il y a une relation de confiance, etc. Bon, tout ça, c'est quoi? C'est l'influence de la psyché. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, mais je crois que vous avez tout dit aussi. Car ce qu'on dit, ce qu'on pense habituellement, c'est la psyché qui interviendrait gentiment, comme ça, dans notre corps, pour ceci, pour cela, etc. Mais c'est sûrement un phénomène que nous n'imaginons pas la puissance et l'étendue. Voilà ce que vous avez dit. C'est-à-dire que finalement, nous le constatons, nous le démontrons qu'il y a un effet placebo ou nocebo, mais par où ça passe, ben, on peut pas tellement aller plus loin. Il y a les neurones miroirs dont on parle beaucoup à ce sujet. Oui, bien sûr, mais tout ça n'est pas la démonstration. Alors, Marie-Claude, encore. Oui. On arrive bientôt à la fin de la réunion. Hein, moi, c'est très bref. Je voulais revenir simplement sur ces espèces d'embellies qui précèdent ces phases d'embellie qui précèdent la mort à quelques jours. C'est quelque chose, effectivement, qui me semble très, très fréquent, qui peuvent aller même jusqu'au déni. Hein. Moi, je me souviens d'un monsieur qui allait mourir le lendemain. Et il parlait des anoraks qu'il allait acheter pour ses enfants pour partir au ski. Et donc, ça a été dit très joliment à partir de la nature d'un arbre, aussi les envolées maniaques de fin de vie. Et je voulais simplement dire, je pense qu'il y a un mot il y a une expression que Sophie employait, je crois que c'est le chant du cygne. Et je crois que le chant du cygne, eh bien, ça peut aussi se décliner avec différentes orthographes du mot cygne. Bon, c'est tout. Oui, merci, c'est intéressant. Christiane, un mot? Oui, moi je voulais évoquer, revenir sur le soi et le hors soi. Parce que j'ai le souvenir d'un médecin qui était allergique aux roses et qui, en fait, si on lui présentait une image de rose, il faisait une crise d'allergie. Il n'avait pas besoin d'être
en contact avec des roses. Le fait de voir l'image, ça déclenchait sa crise d'allergie. Le signifiant suffisait. C'est donc le soi et le hors-soi. Bien sûr, d'ailleurs, M. Marcel Proust a décrit des allergies, je ne sais pas quoi, qui n'existent pas. Je ne sais plus dans quelle scène il voit des fleurs en haut, et un tableau, et il fait une crise, ça n'a aucun rapport. Lui aussi. Cette fleur-là n'était pas allergisante, oui, bien sûr. Mais votre remarque est fondée, bien sûr. Donc nous sommes là dans le thème des mystères de l'immunité, du titre de la communication. Ouchang veut peut-être proposer une conclusion. Je ne peux pas faire de conclusion. Je vais remercier le professeur Michel ainsi que vous tous de cette matinée de réels échanges interrogatifs. Oui, les interrogations ont été plus fréquentes que les réponses. Voilà. Et les mystères, les ténèbres, les fumées sont complexes, mais voilà. On ne sait plus où on va, mais on a quand même quelques points de repère. Mais voilà, c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup, M. Michel et les uns les autres, d'avoir participé à cet échange. Pour ma part, que j'espère que ça va se développer dans la tête peu à peu, on va voir. Merci. Merci, monsieur. Merci. Pour vos interventions. Marie-Christine d'avoir Marie-Christine. réalisé cela. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Oui. Merci beaucoup. Merci.